Et moi, je pense que j'ai besoin pour qu'on revienne à ça, et pour aussi dire que les premiers qui sont un peu tombés dans le piège, c'est bien sûr les Palestiniens eux-mêmes, en tout cas leurs dirigeants, qui ont négocié à Oslo, parce que n'oubliez pas que nous, en 1993, lorsqu'on a commencé à négocier, on était une organisation de libération de la Palestine qui avait été non reconnue pendant 40 ans par les Israéliens, puisque l'OLP n'a été reconnue qu'en 1993, et que l'OLP a été fondée en 1964, et que le monde entier l'a reconnue en 1974, donc 10 ans après sa fondation. Il a fallu attendre 1993 pour que les Israéliens la reconnaissent comme le représentant du peuple avec qui ils veulent négocier. Mais en face de nous, et donc nous, on n'avait jamais négocié de notre vie, non seulement on n'est pas un État, mais on n'est pas une armée, on n'a pas des stratèges militaires, on ne sait pas comment on manipule des cartes géographiques. Surtout, et ça c'est très important, ce mouvement de libération, contrairement à beaucoup d'autres, a commencé en exil. C'est un mouvement qui n'a pas commencé sur le territoire même, dans l'espace national palestinien. Les dirigeants du mouvement national, qu'ils soient le Fatah ou le Front démocratique ou le Front populaire, ou tous les mouvements qui ont fondé l'OLP, parce que l'OLP est uniquement le parapluie, sont des réfugiés. Ils étaient des réfugiés qui venaient ou bien des camps de Gaza, ou bien des camps de Jordanie, ou des camps du Liban, et ils reviennent en Palestine pour la première fois en 1993, même en 1994, parce que le président Arafat revient un an après avoir signé. Et donc, il a face à lui des négociateurs qui représentent une des armées les plus puissantes du monde, qui est Tzahal, comme vous l'appelez. Et alors, Tzahal, en hébreu, ça veut dire l'armée de défense. Mais ce n'est pas une armée de défense, c'est une armée aussi d'occupation et de conquête. Mais ça fait bien de l'appeler Tzahal parce que ça donne le sentiment qu'elle ne fait que protéger les citoyens israéliens. Et donc, ces négociateurs, dont la majeure partie étaient vraiment des officiers de l'armée israélienne, avaient trouvé un stratagème extraordinaire pour piéger, je dirais, le programme de l'ordinateur depuis le début avec un virus. C'est qu'ils ont décidé qu'ils vont nous mettre au test. Ils vont voir si on est des sérieux partenaires de paix. Vous vous rappelez combien on avait parlé de est-ce que Arafat est un partenaire, est-ce qu'il n'est pas un partenaire. Il disait qu'il n'était pas assez bon, et après qu'Abbas était le bon, une fois qu'Abbas est devenu le président, il n'était plus bon, maintenant on se demande qui ils veulent. Il y a toujours cette idée, malheureusement, dans laquelle les Européens et les Américains sont complices, que ce serait légitime de mettre au test les Palestiniens. Et donc ils ont dit, on ne va pas vous rendre le territoire occupé depuis 1967, comme on le fait dans toutes les occupations militaires, comme on l'a fait en Algérie, comme on l'a fait au Vietnam. On va vous le rendre par morceaux, parce qu'il faut qu'on soit sûr que vous n'allez pas être une menace pour la sacro-sainte sécurité de l'État d'Israël. N'oubliez pas que l'État d'Israël, c'est l'État du peuple juif, que le peuple juif a vécu un génocide et que donc, il a le droit d'être très exigeant sur la sécurité. Alors, nous leur répondons, mais nous ne sommes pas responsables d'un génocide qui n'a pas été chez nous, dans notre continent, ni perpétué par nous, ça ne change rien. Et donc, ils ont divisé ce territoire, au début, en Gaza et Cisjordanie. Si vous vous rappelez bien, pour ceux qui ont suivi de près, ça s'appelait Gaza-Jéricho d'abord. Vous connaissez beaucoup d'accords de paix qui commencent comme ça. Gaza, Jéricho d'abord. Ça veut dire qu'ils ont dit au président Arafat, le premier test, c'est qu'on te donne Gaza. Pourquoi on lui donne Gaza? Parce que c'est la démographie la plus importante. Il y a sur 354 km², 1,5 million de citoyens. Les Israéliens veulent du territoire, mais sans population. Parce qu'ils sont toujours obsédés par l'idée de la démographie, de l'équilibre démographique. S'ils gardent la population palestinienne, ils deviennent minoritaires parce que la population palestinienne se reproduit beaucoup plus vite, parce que le taux de natalité est beaucoup plus important. Donc, ils refilent Gaza en laissant derrière eux toutes les armes et tous les moyens de résistance militaire aux noyaux qui deviendront le Hamas, en se disant comme ça, ils vont s'entretuer, et comme ça, on pourra délégitimer l'OLP. Et ils disent, parce que nous disons, mais Gaza, c'est pas assez, ils disent, bon, on va vous refiler Jéricho,
Pour ceux qui ne savent pas, Jéricho est une oasis de 13 000 habitants sur les 3 millions qui habitent la Cisjordanie. Donc vous voyez vraiment le lieu le plus petit. Quelque temps après, Rabin décide que bon, on a passé le premier examen et qu'il faut un peu élargir. Et donc on dit d'accord, maintenant nous allons négocier un peu plus de territoire d'où l'armée va se retirer, mais elle ne va pas se retirer de tout le territoire de Cisjordanie. Elle va le diviser en 3 statuts de territoire. Statut A, B et C. A, c'est le territoire où les Palestiniens sont totalement autonomes et pas indépendants. Chaque mot a sa signification. Autonome, ce n'est pas indépendant. Ça veut dire partiellement indépendant, mais où le recours pour tout ce qui est sécuritaire et militaire reste à Israël. Le territoire B, qui représente les régions autour. Alors, le territoire, c'est les grandes villes, Ramallah, Naplouse, Hébron, Jéricho, pas Jérusalem-Est. Parce que Jérusalem-Est, ils disent, on n'en parlera qu'à la fin. Lorsqu'on aura résolu toutes les autres questions, on parlera de Jérusalem, des colonies, des réfugiés, de l'eau et de la sécurité au bout de notre négociation, dans ce qu'on appelle le statut final. Et donc, le territoire B, c'est ce qu'il y a autour des villes où nous sommes obligés d'assurer les services pour la population, les services municipaux, les services pour la santé, et où les Israéliens ont la haute main sur la sécurité. Donc, ils peuvent faire des incursions, arrêter les gens, tirer sur ce qu'ils considèrent être comme des menaces sécuritaires. Et puis, la région C, qui est la plus grande partie du territoire, ça veut dire 60% de la Cisjordanie. Abu Dis, ça veut dire la banlieue de Jérusalem-Est, qui est à moins d'1 kilomètre de Jérusalem-Est, qui faisait partie du temps du mandat anglais. Tout ça, c'était la même chose, c'était Jérusalem. Mais les Israéliens considèrent qu'Abu Dis est une zone B, ça veut dire, comme ils ne veulent pas garder la population, comme elle est habitée par une densité importante de Palestiniens, chrétiens et musulmans, ils la mettent à l'extérieur du mur, vous voyez le mur à gauche, et ils se débarrassent de la population en mettant Abu Dis à l'extérieur. Et donc, pour comprendre pourquoi un projet comme celui-là est une énorme arnaque, une vraie arnaque, il faut comprendre qu'il est construit dans un territoire qui est à l'extérieur, comme a dit Arthur, à l'extérieur vraiment de la ville de Jérusalem, même si elle est à 1 kilomètre, et que ça rentre dans toute une tentative qui, par la création de frontières artificielles, comme celle sur laquelle vous êtes assis, par la construction du mur que vous voyez ici en pointillé, fait une guerre spatiale aux Palestiniens. Le siège de Gaza, le fait qu'on enferme Gaza, peut-être que pour beaucoup de gens, beaucoup de citoyens européens, puisque maintenant je suis la représentante au niveau de l'Union européenne, me disent « Madame Chahid, c'est quand même nécessaire puisque le Hamas attaque les Israéliens, le Hamas veut détruire Israël et donc ils sont obligés d'assiéger Gaza. » Mais je veux dire, il y a 1000 moyens d'empêcher le Hamas. On aurait déjà commencé par ne pas lui permettre de garder toutes les armes qu'il avait et on peut très facilement arrêter l'importation des armes par les tunnels si on le souhaite. Mais ils ne veulent pas. Et l'idée d'assiéger Gaza n'a rien à faire avec la lutte contre le Hamas ou contre des tirs qui peuvent venir. D'ailleurs, malheureusement, ça n'a pas arrêté les tirs, puisque les tirs passent par-dessus la frontière. La réalité, c'est que c'est une séparation de ce qui est une partie de ce qui va devenir l'État palestinien et l'amputer, puisque toute la stratégie depuis 1948 est basée sur la réorganisation de l'espace et de la population. C'est ce qu'ils ont fait en mettant à la porte les 9/10 de la population palestinienne en 1948, en faisant le premier grand nettoyage ethnique. Et donc, pour comprendre pourquoi ce projet est tellement intéressant et pourquoi je trouve que, après avoir fait un travail sur la colonie de Psagot, Psagot c'est une colonie à côté de Ramallah, juste